On est tous déjà tombés sur une de ces théories disant que la Terre est plate, ou encore plus récemment que Brigitte Macron aurait été un homme à la naissance. Outre le caractère incongru de certaines de ces théories, je suis en quelque sorte passionné par la manière dont un peu n'importe quelle idée peut se propager. Grâce à l'arrivée d'internet et surtout d'une partie de ses plus grands enfants, j'ai nommé les réseaux sociaux, on peut observer une certaine recrudescence de propagation de fake news que l'on peut associer au moins en partie à des théories du complot. Bref, c'est un sujet vaste qui est à la fois étrange et passionnant que celui du QAnon. Bon, après je sais qu'il y a des personnes qui en parlent sûrement bien mieux que moi, mais bon, cette introduction était quand même un petit peu nécessaire dans la mesure où il fallait bien que j'introduise un petit peu mon projet débile du jour. J'ai donc décidé de créer un bot qui relayerait automatiquement des théories made in QAnon. Même si ça me fait quand même un petit peu marrer de faire ça, je suis pas sûr de mettre à disposition mon code à la fin, parce que malgré tout j'ai quand même pas très envie de relayer un peu n'importe quoi sur les réseaux sociaux. D'autant que je suis pas du tout là pour dire si oui ou non on a vraiment été sur la lune, c'est pas quelque chose qui m'intéresse à corriger. Hello World, ici Survel. Si tu ne me connais pas, sache que sur cette chaîne j'essaie de rendre accessible l'informatique et la technologie au plus grand nombre. Si ce genre de vidéo t'intéresse, je t'invite quand même à t'abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va donc créer notre bot complotiste. Bon, avoir des projets c'est très bien, mais au bout d'un moment il faut quand même s'intéresser au fait de les réaliser. La manière la plus simple de réaliser un bot, c'est de faire appel au Python. C'est un langage assez simple à installer et plutôt facile d'accès. Bon, en vrai je dis ça, mais j'ai eu plein de problèmes parce que j'avais du mal à utiliser le Python, mais bon. Bref, pour commencer, il faut que je définisse un cahier des charges. Et oui, on ne se jette pas dans la programmation de quelque chose sans avoir une quelconque idée de ce que je veux obtenir à la fin. Bon, mon but est quand même assez simple. Je veux juste relayer des théories sur internet. Mais même avec ce simple topo de base, on peut quand même penser à mille et une façons de procéder. Mais comme je suis un peu feignant, je vais juste prendre une seule source d'information, Twitter. Mon bot doit aller chercher les tweets les plus récents en rapport avec une théorie bien connue du grand public, la Terre plate. Pour ça, c'est très facile. Je dois aller dans la barre de recherche et entrer le hashtag FlatEarth, donc Terre plate en français. Ensuite, je veux copier le contenu du tweet le plus récent et je veux le coller dans mon propre tweet pour pouvoir ensuite l'envoyer. Évidemment, j'aurais aussi pu choisir de recouper des infos venant de plusieurs réseaux sociaux, ensuite poster la plus récente d'entre elles, ajouter la source et partager sur plusieurs réseaux en même temps. Mais j'ai pas non plus un emploi du temps super extensible, alors bon, on va pas se mentir, ça reste aussi un projet carrément débile et pas forcément très utile. Maintenant que j'ai défini ce que je veux obtenir, il faut que je commence à réfléchir à la manière de le créer. Bon, vous l'aurez compris, je suis pas du tout un expert en Python. Par contre, je connais une notion dont je suis pas sûr à 100% de la signification, le scrapping de données. Voici la définition que j'ai trouvée. Technique d'extraction de contenu de site web via un script ou un programme dans le but de le transformer pour permettre son utilisation dans un autre contexte. En gros, on va sur un ou plusieurs sites et on va chercher des informations à l'aide d'un programme. Bon, après c'est bien beau comme formulation, mais comment est-ce qu'on fait ça en pratique? J'ai découvert une bibliothèque Python qui s'appelle Selenium et qui permet d'aller chercher des données sur des pages web. En plus d'être simple d'installation, il y a quand même pas mal de tutos dessus et une documentation ma foi plutôt complète. Pour l'installer, rien de plus simple, on crée tout simplement un fichier Python et on écrit pip3 install Selenium dans la console. Mais il faut surtout faire attention à bien avoir la bonne version de Python installée. Pour le vérifier sur Visual Studio Code, il faut regarder en bas à gauche et cliquer dessus pour changer de version si jamais on n'a pas la bonne. Maintenant qu'on a une version de Python compatible avec la version de Selenium que l'on vient d'installer, on va pouvoir enfin commencer à coder. Pour commencer, je vais tout simplement lui demander d'ouvrir une page web avec le lien de Twitter. Je vais lui indiquer sur quel compte se connecter en rentrant des variables qui correspondent à mon mail et à mon mot de passe. Bon, par contre, par rapport au compte que j'ai renseigné, il arrête pas de détecter une activité suspecte, donc il arrête pas de me demander de rentrer le nom du compte associé. Donc dans le programme, je vais aussi le rentrer systématiquement, comme ça on n'aura plus de problème par la suite. Par contre, on va se poser face à un vrai premier problème de logique dans notre code. Sur ma page internet, par contre, c'est pas magique. Pour pouvoir écrire sur le champ adéquat, il faut d'abord que je trouve ce champ, et ensuite je pourrai enfin écrire dedans. Pour prendre un exemple plus concret, on va prendre l'exemple du champ de l'adresse mail. Sur la page de connexion, on a plein d'éléments HTML de renseignés. Ça ne se voit pas directement sur la page, mais en fait l'architecture de celle-ci, c'est pas juste une division centrée avec un label dedans, c'est beaucoup plus complexe que ça. Là où en tant qu'être humain, je suis plutôt habitué à détecter un champ dans lequel je peux écrire d'un autre, mon bot lui, il est pas entraîné pour ça. Mon bot lui, de son côté, il va devoir scruter tout le code de la page web pour pouvoir savoir où il va pouvoir écrire. À partir de ce constat, on va pouvoir commencer à vraiment utiliser les fonctions de la librairie Selenium. Selenium propose plusieurs façons de trouver un ou des éléments sur une page. On a la fonction findElement et la fonction findElements, qui permettent de récupérer un seul élément sous forme de variable ou tout un groupe d'éléments sous une forme de liste. Mais à partir de toutes ces informations, on a quand même plusieurs façons d'obtenir l'élément que l'on veut. Il y a la possibilité de trouver un élément en fonction de son identifiant, de sa classe, de son sélecteur en CSS, de son XPath et j'en passe. Je viens d'énoncer deux méthodes qui vont m'être particulièrement pratiques tout au long du développement de mon programme, à savoir le CSS et le XPath. Par contre, la première fois que j'ai atterri sur la documentation technique de Selenium, j'ai totalement découvert la notion de XPath. Et comme c'est un truc génial, je reviendrai dessus un peu plus en détail plus tard dans cette vidéo. Pour commencer à cibler des éléments
éléments sur ma page web, j'ai voulu me concentrer sur les fonctions findElementByClass et findElementById. Et ça en fait c'est déjà une méthode qui a montré ses limites très rapidement, parce qu'en fait des éléments qui portent les mêmes classes, il y en a à peu près une bonne dizaine sur une seule et même page. Et pour ce qui est des identifiants, en fait il y a très peu de balises en HTML qui en ont, ou en tout cas pas parmi les éléments qui m'intéressent. J'ai aussi fait appel à findElementByName, mais c'était pas des plus pratiques et au final je n'ai pu l'utiliser qu'une seule fois. Par contre j'ai quand même quelques connaissances en développement web, du coup le CSS je connais quand même un petit peu. Donc c'était absolument parfait de pouvoir trouver un élément à l'aide d'un sélecteur. Du coup j'ai pu me connecter et arriver sur mon profil à l'aide de cette méthode. Par contre à partir de là en fait j'arrive plus du tout à avancer. C'est con mais en fait j'arrive plus du tout à utiliser la méthode des sélecteurs en CSS, parce que l'architecture en HTML générale de Twitter est vraiment ridicule. Un seul élément est généralement imbriqué dans 6 ou 7 autres éléments en HTML, et franchement c'est super dur à cibler. Du coup ce serait encore temps pour moi d'abandonner et d'arrêter de galérer pendant trop longtemps sur un sujet aussi ridicule que de relayer des théories complotistes. Mais abandonner maintenant, ce serait assez mal me connaître. Donc dommage pour le CSS, il me faut une autre solution. Tout à l'heure j'ai énoncé vite fait la notion de XPath, et bien c'est cette notion qui va maintenant m'être la plus utile. Pour expliquer ça, je vais partir d'un exemple tout con d'une de mes dernières vidéos. Une page HTML, c'est une suite de balises avec différents noms et différents attributs que l'on va ensuite afficher avec le navigateur. Mais le navigateur ne l'affiche pas n'importe comment, il l'affiche en cascade. Une balise qui sera ouverte à la ligne 11 sera affichée bien avant une balise qui s'ouvrira à la ligne 100. C'est un peu évident, mais il faut quand même le comprendre. Sur ce code, imaginons que je veuille cibler la balise div qui a l'identifiant myId pour pouvoir cliquer dessus. Mon navigateur traitera l'ouverture de la balise body, puis il affichera toutes les autres avant de traiter ma balise div. Pour cibler cet élément avec le XPath, il va falloir que j'écrive comme ceci. Je dis que je veux trouver la div qui a la valeur myId pour l'attribut id, et j'indique avant que cette div est contenue dans ma balise body. Je peux aussi donner des instructions bien plus complètes en fonction de l'architecture d'un site. Et c'est ce que je vais faire avec Twitter et son étrange architecture. Architecture qui a d'ailleurs l'air super courante parmi tous les réseaux sociaux. Avec cette méthode, je peux donc assez facilement cibler n'importe quel élément sur ma page web et effectuer un petit peu n'importe quelle action. Je peux donc assez facilement aller chercher le hashtag FlatEarth et aller dans les plus récents, copier le contenu du tout premier tweet de la liste, revenir sur l'accueil et coller le contenu avec la source du tweet. Pour des applications en conditions réelles de ce code précisément, je suis pas sûr qu'il y en ait. Par contre, ça m'aura permis de découvrir pas mal de petites fonctionnalités plutôt sympathiques de Selenium, notamment la possibilité de faire du scrapping de données, qui peut-être nous servira plus tard. Ce genre de programme permet quand même de mettre en place du scrapping de données à bien plus grande échelle et ainsi mettre au point des algorithmes de deep learning ou encore de machine learning. Ou alors ça peut aussi permettre à la NSA de mettre en évidence que Survel propage des théories du complot. Après tout, on sait pas s'ils ont pas une immense base de données qui recenserait toutes les personnes qui poseraient beaucoup trop de questions. Pour aller plus loin, j'aurais pu implémenter des fonctionnalités et des sécurités à l'infini, mais bon, j'ai pas non plus envie de passer 6 mois sur ce même projet. D'autant plus que j'ai pas vraiment fait un bot au sens propre, mais c'était plus simple pour moi de l'appeler comme ça, d'autant que c'est quand même pas mal rentré dans le langage commun. Mais je dis que c'est un bot dans la mesure où je ne fais pas moi-même l'effort de recherche et que tout est automatisé une fois que j'ai exécuté le programme. Si jamais cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. N'oublie pas non plus de lâcher un pouce en l'air et de partager cette vidéo à tes amis si tu le veux bien, ça m'aiderait énormément. Sur ce, moi je te dis à très bientôt, c'était Survel, ciao.